Parlez-vous, saison 2, épisode 5, très heureux de vous retrouver. Ici, vous connaissez le principe, c'est nous qui invitons, mais c'est vous qui posez les questions. Et celui à qui vous allez parler aujourd'hui n'est jamais tout à fait seul, toujours accompagné de son bestiaire fantastique, les chats, les dauphins, les rats, les fourmis et désormais les abeilles. C'est l'objet de son dernier livre. C'est une espèce de Jean de La Fontaine 2.0 avec de la science-fiction dedans. C'est Bernard Werber. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous parlez des humains à travers les animaux, fabuliste des temps modernes. Ça vous va comme définition ou pas? J'aime bien la référence à La Fontaine parce que c'était un type qui à l'époque était très courageux et qui parlait de problèmes politiques et sociaux qui étaient très graves avec des petites histoires d'animaux qui avaient l'air pour les enfants. Ouais. Et je crois que c'était l'un des rares résistants à Louis XIV. Absolument. Et il était admirable. Exactement. Alors votre nouvelle fable hypnotique à tous les sens du terme, et on comprendra pourquoi, elle est là, c'est la prophétie des abeilles, ça vient de paraître chez Albin Michel. On va bien sûr en parler avec tous nos téléspectateurs qui sont connectés avec nous. On peut les voir, regardez, ils sont 3, ils ont plein de choses à vous dire. Je vais vous les présenter dans 2 minutes, mais on peut déjà leur dire bonjour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner la parole. Bonjour à tous. Mais d'abord, je vais vous poser une petite question d'actu, parce que c'est le rituel dans cette émission. Je vais vous parler d'un collègue à vous, écrivain, lui aussi. Il vend, lui aussi, énormément de livres, sauf que contrairement à vous, il sera peut-être au second tour de l'élection présidentielle. Cette personne, c'est Éric Zemmour qui convoque tantôt la haine, tantôt l'hystérie, que j'entretiens d'une certaine manière, même si je la dénonce. Cette campagne, la politique, Éric Zemmour et cette atmosphère assez irrespirable dans laquelle on baigne, elle vous inspire quoi? Elle m'inspire strictement rien du tout. Ah. Je vais vous dire, je me tiens vraiment à l'écart de la politique parce que j'ai l'impression que c'est des jeux dans lesquels je ne connais pas les règles et je crois que c'est fait pour le public, c'est une sorte de manipulation générale pour tous les partis et je m'en désintéresse complètement. Donc vous ne votez pas? Si je vote, mais en général, je vote contre le plus antipathique au moment du vote. D'accord. C'est un vote contre. C'est pas un vote pour, c'est pas un vote d'adhésion. Je méfie de la politique et aussi j'essaie de voir le futur. Donc pour moi, c'est des phénomènes sur 4 ans, une élection. Donc c'est quelque chose de trop court. J'ai l'impression que c'est juste une sorte, de colère ou d'éruption d'un moment, mais ça ne correspond pas au projet. Puis je crois que les politiciens ont un problème, c'est le temps. C'est-à-dire, à peine ils sont installés, que déjà ils doivent réagir aux sondages et aux réactions du peuple. Ils n'ont pas le temps de proposer une vision sur le futur. Donc c'est pour ça que je me tiens à l'écart de tout ça. Alors laissons la politique à l'écart de cette émission et parlons de vous, de votre livre et des intervieweurs du jour qui nous accompagnent. Je vous les présente. Alors il y a 2 personnes que vous ne connaissez pas et une personne que vous avez choisie. Votre invitation s'est portée sur Anne Tuffigo. Je la reconnais. Vous la reconnaissez. Salut Anne. Bonjour Anne, médium. Elle a une approche fascinante et vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous avez choisi de l'inviter aujourd'hui. Nous accompagne également Léopoldine Constant-Gavary et elle a une passion commune avec vous. Léopoldine, bonjour à vous. Bonjour Léopoldine. Elle est apicultrice. Et oui, et donc... Je vous aime. Voilà, il vous aime déjà. Non, l'apiculture, je découvre ça, c'est fabuleux. Eh bien, vous parlerez d'apiculture et d'abeilles avec elle dans un instant. Et Maxime Dochel est également avec nous. Il vient d'être diplômé en hypnose. Et alors, il est littéralement verbéro-addict. Je ne sais pas si on peut créer ce néologisme. Il a lu la plupart de vos livres. En ce moment, il est en train d'en lire 2 en même temps de vous. Et c'est donc à lui que je vais donner la parole tout de suite en lui posant une question très simple. Maxime, quel est votre livre préféré de Bernard Werber? C'est la première question que je vous pose et après vous discuterez. Alors, je crois que mon livre préféré de Bernard, c'est Le 6e sommeil. Parce que, en fait, c'est là que j'ai redécouvert Bernard. Et c'est là qu'il m'a offert l'opportunité de voir un autre monde. Et là, je voyais que je peux autant me régaler, si ce n'est plus, en découvrant des choses vraiment scientifiques et neurologiques. Et à travers une histoire vraiment à la fois de science-fiction et d'émerveillement. Et on est bousculé dans tous les sens. Et j'ai été pris tout de suite par ce que faisait Bernard. Et je me suis passionné pour tous ces autres bouquins. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas remarqué avant? Alors là, oui, c'est difficile de se dire comment... Bah oui, Bernard, c'est vrai, on Le est 6e sommeil, dans l'intrigue. Bernard Werber, c'est un livre que vous aimez?
le sixième sommeil encore, alors, ou vraiment... vous n'aimez plus vos livres quand ils sont terminés? Non, je considère que c'est mes enfants, donc je les assume tous et j'en renie aucun. Le sixième sommeil, c'est qu'à l'époque, j'étais journaliste scientifique. J'ai fait une enquête sur les onironautes, c'est-à-dire des gens qui se mettent à rêver ensemble et qui pratiquent le rêve lucide. Et je me suis mis moi-même à pratiquer le rêve lucide. Vous savez, pour parler dans un roman d'un sujet, le mieux, c'est de l'expérimenter directement. Ne pas voir ça juste comme quelque chose d'intellectuel extérieur, mais le vivre dans son corps. Et donc, quand j'ai découvert le rêve lucide, je me suis dit, c'est une manière d'utiliser son mental pour faire un truc complètement fou et passionnant. Et ça a donné ce sixième sommeil. Est-ce que vous avez, Maxime, une petite question rapide à poser à Bernard Werber? Je vous redonnerai la parole un peu plus tard, bien sûr, mais une première question. Parlez-vous. Bien sûr. Je me demandais, Bernard, comment vous faites lorsque vous écrivez, si vous aviez des rituels, c'est-à-dire des choses qui ne changent jamais dans vos méthodes. Parce que bien sûr, c'est un art que vous maîtrisez, l'écriture. Moi, je ne maîtrise pas du tout cet art, je maîtrise plutôt l'hypnose. Mais ça reste encore à retravailler. Mais je suppose que des fois, vous êtes là et c'est pas toujours facile d'écrire. Peut-être des fois, il y a des choses qui bloquent. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sauvent, qui vous sécurent quoi qu'il arrive dans vos méthodologies? Bonne question. Alors, premièrement, j'écris depuis l'âge de 16 ans, tous les jours, de 8h à 12h30. Alors, dans le rituel, c'est simple, c'est tous les jours. Et j'écris tous les jours 10 pages. Mais le moment magique, c'est entre 11h et 11h15. Donc, je commence de 8h à 12h30. Qu'est-ce qui se passe entre 11h et 11h15? À force d'écrire, juste la pratique fait que... C'est l'heure de l'apéro, c'est peut-être ça le moment magique. Je passe de l'autre côté du miroir. Ouais. C'est-à-dire, à force d'être avec mes personnages, je rentre dedans, et là, je vois plus le temps et l'espace, et j'écris très vite. Et en fait, ce qui va sortir n'a plus aucune retenue intellectuelle, c'est juste une transe. Ah, vous êtes en transe entre 11h15 et 11h30? Entre 11h et tous les 11h15, ouais. oui. Et je me nourris par rapport à ça, c'est-à-dire je prends un énorme petit déjeuner, parler de rituel, et après, j'utilise du thé vert et je bois tranquillement du thé vert. Et il y a un moment, je ne bois plus, je suis dans l'écran, et là, je tape très très vite. Et pour que la transe augmente, j'utilise un casque et je mets de la musique. Et je mets des musiques de film. En fait, je suis dans le film et je me marre de l'extérieur. Vu que je travaille au café, les gens me voient. Je me marre, j'ai peur et tout. Je mime tout ce que font mes personnages. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à faire ça tous les jours. Et c'est pour ça que je ne prends pas de vacances, parce que c'est mieux que des vacances. Ouais, autant de plaisir et zéro retenue, donc même en public. Je souhaite à tous les êtres humains d'avoir autant de plaisir dans leur travail que j'en ai. Et puis je crois aussi que c'est parce que l'auteur a du plaisir que le lecteur va en avoir à le lire. Dès le moment où on souffre dans un métier, c'est qu'il y a un problème. Je crois au plaisir comme détecteur d'être sur le bon chemin. Alors, vous avez quand même 30 ans de carrière derrière vous, on va y revenir, 30 romans, et le dernier, c'est celui-ci, je le remontre, La prophétie des abeilles. Oui. Nécessairement, j'ai envie de parler d'abeilles et de vous présenter Léopoldine Constant-Gavary, qui a créé une entreprise, alors déjà, ça c'est génial, qui s'appelle Le miel de ma ruche. C'est de l'apiculture partagée, en quelque sorte, puisque vous pouvez acheter un morceau de ruche et ensuite vous recevez à la maison un pot de miel de la partie de la ruche que vous possédez. Alors, Léopoldine est également sélectionnée, c'est pas rien, par un programme de l'UNESCO qui s'appelle Women for Bees et dont la marraine n'est autre, on la voit, qu'Angelina Jolie. Angelina Jolie que vous avez rencontrée, Léopoldine, c'est quand même la classe. Alors, pour le coup, il n'a pas tout à fait le même physique qu'Angelina Jolie, ni les mêmes atouts, sans vouloir vous vexer, Bernard Werber. J'ai moins de cheveux, déjà. Vous avez moins de cheveux, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, Léopoldine, c'est à Bernard Werber que vous parlez. Qu'auriez-vous envie de lui dire? Bonjour à vous. Bonjour Adrien, bonjour Bernard. Alors déjà, je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de l'importance des abeilles sur notre planète. Moi, j'ai été piquée il y a à peu près 2 ans. Et je suis tombée totalement amoureuse de ces insectes pollinisateurs. Et depuis, j'ai entrepris et commencé une reconversion professionnelle pour n'être plus qu'apicultrice et essayer de vivre de ça. Ma question première serait par rapport à votre livre. La première page de votre livre débute par la théorie d'Einstein qui dit que notre destin est lié à celui des abeilles. Et je voulais savoir si vous y croyez. Ah, en fait, c'était une intuition. Elle vous déstabilise cette question. Non, au moment où j'écris le livre, la phrase me plaisait et l'idée que Einstein, qui est connu pour être un scientifique, se mêle un scientifique dans la physique, se mêle de la biologie, je trouvais ça intriguant. Et puis qu'il fasse une prophétie, parce que normalement les scientifiques font des expériences, ne font pas de prophétie. Je vais vous dire, j'y croyais un peu.
Et quand j'ai terminé d'écrire le livre, j'ai eu tellement de documentation sur les abeilles que j'ai fini par m'en convaincre. Et j'espère que je vais en convaincre les lecteurs. Les abeilles forment une civilisation. Ils ont des cités extraordinaires avec ces fameuses formes de rayons. Ils font une chimie extraordinaire avec la gelée royale, le propolis, la cire, le miel. Et quelque part, ils nous montrent un système qui est parfait, qui marche en totale harmonie. Et mon intuition, quand j'ai fait la prophétie des abeilles, c'est de se dire, elles ne font pas que nous nourrir, elles nous guident vers une forme de sagesse. Et il faut les observer, pas seulement comme productrices de miel, mais comme animaux qui vivent dans une cohésion sociale réussie. Léopoldine, est-ce que vous avez trouvé la sagesse en observant les abeilles et en récoltant du miel, ce qui est désormais votre métier? Ah oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est la sagesse, en tout cas, mais beaucoup d'intérêt et beaucoup de vision. Et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, nous tous, avec des petits gestes pour justement un petit peu les protéger et les sauver, parce que ça nous sauvera nous aussi. Est-ce que vous avez une autre question à Bernard Werber, qui vous écoute? Justement, par rapport, alors un petit peu moins par rapport au livre, mais en plus en général par rapport à l'apiculture et les abeilles, vous avez eu le temps de les observer. Qu'est-ce que vous pensez que l'homme peut faire aujourd'hui pour justement les aider, les protéger? Il y a un énorme enjeu sur les néonicotinoïdes qui a été perdu à cause des betteraviers, si j'ai bien compris. Là, maintenant, il y a un deuxième enjeu avec les frelons asiatiques, qui est une horreur qui nous est arrivée en France en 2004 et on n'arrive pas à se débarrasser. Je voyais hier qu'il y a en plus un nouveau frelon qu'on appelle frelon oriental qui est arrivé à Marseille. J'ai l'impression qu'elles sont attaquées de partout. Il faudrait trouver déjà un choix politique. On décide que ça fait partie d'une sorte de notre patrimoine national, qu'il faut les préserver comme on préserve les monuments, comme on préserve les forêts. Il faudrait se dire que en fait, chaque ruche fait partie de notre richesse nationale et qu'il faut les protéger d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il faudrait que vous parrainiez une des ruches de Léopoldine. Avec plaisir. Parce que son action est vraiment formidable. Léopoldine, bravo pour ce que vous faites au quotidien. C'est formidable. On parle des abeilles dans votre livre et c'est d'ailleurs dans le titre, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas un livre sur les abeilles. Il y a plein d'autres choses. Il y a de l'histoire dans ce livre-là. C'est une plongée romanesque à travers nos vies antérieures dont on va parler aussi. Et si vous êtes archi-documenté sur les abeilles, vous avez fait exactement la même chose sur l'histoire. Et c'est fascinant. Les descriptions historiques qu'il y a dans ce livre, on a l'impression, vous avez été journaliste, vous nous l'avez dit, mais c'est presque un travail journalistique aussi, historico-journalistique, notamment sur la prise de Jérusalem, par exemple. On a l'impression d'y être. Comment vous avez fait? Quelle est la part de réalité et de fiction sur le plan historique? Alors d'abord, j'ai cette intuition que depuis la nuit des temps, il y a un message de sagesse venant des abeilles qui a été transmis par les pharaons, après à Moïse, après au roi Salomon et après aux Templiers. Donc j'avais cette intuition-là. Et puis après, je me suis dit, imaginons que mon héros pratique l'hypnose régressive dans les vies antérieures et puisse revenir en cette fameuse année 1099 où les croisés ont pris Jérusalem, donc c'est-à-dire tout d'un coup, le monde occidental a une énorme victoire sur le monde oriental. À partir de là, j'ai essayé moi-même de pratiquer l'hypnose régressive pour revivre cette scène, mais j'avais déjà lu beaucoup de choses dessus. Et notamment, on connaît le nom des chevaliers qui se sont battus, on sait à quel moment les tours sont arrivées sur les murailles. Presque, on a une vision, c'est très étonnant, on a une vision presque à la minute de tout ce qui s'est passé de cette prise de cette ville. Et donc, ce n'était pas très difficile de me plonger dans cette époque. Après, l'avantage de l'hypnose régressive, c'est qu'en plus, j'avais l'impression d'avoir les émotions, les odeurs, les bruits, le goût. Enfin, je lui fais partager le ressenti d'un chevalier en train d'entrer dans Jérusalem en 1099. Ouais, c'est absolument extrêmement bien retranscrit et passionnant. C'est vrai qu'on vit ce livre pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cerveau et tous nos sens sont en éveil. Dans ce livre-là, il y a une plongée dans le passé, bien sûr, vos vies antérieures. Et en même temps, j'ai envie qu'on regarde un extrait de vous, un extrait du passé. C'est votre toute première télévision en tant que romancier. Je ne sais pas si ce passé-là vous intéresse, mais ça a été recherché pour nous par l'INA. On est en 91. J'étais mort de trouille. Les fourmis ont cette vie passionnante. C'est-à-dire, il y a des histoires d'amour, il y a des crimes, il y a des meurtres. Tout se produit vraiment dans la réalité. Moi, j'avais une fourmilière à la maison, que j'ai pu constater ces petites scènes et je m'en suis inspiré pour faire ce livre. Comment vous aviez une fourmilière à la maison? Dans votre appartement? Oui, avec des petits tuyaux, elles communiquent, elles vont d'un village à l'autre, avec des petits abreuvoirs, une petite piscine.
Et comme ça, je pouvais regarder en permanence ce qui se passait dedans. Alors il y a eu des coups d'État, il y a eu des guerres, tout ça, je le notais sur un journal, et ça a servi à alimenter le livre. Alors déjà, vous avez des cheveux, la première nouvelle. Une chemise. Une chemise épouvantable, vous avez l'air extrêmement timide. Est-ce que ce passé-là, il vous intéresse, il vous amuse, ou pour vous, c'est un passé trop immédiat ? Déjà, je me rappelais pas, j'ai jamais vu cet extrait, je me rappelais pas que j'étais comme ça, mais encore, j'étais persuadé qu'avoir une chemise, ça faisait sérieux pour un écrivain, alors que maintenant, la dernière fois que j'ai porté une chemise, ça devait être il y a 4 ou 5 ans, mais je me sens bien que dans des tenues souples, quoi. Je suis plus à l'aise. Voilà. Oui, en t-shirt, vous êtes très bien aujourd'hui. Et puis sans cheveux aussi, c'est plus facile à coiffer avant de monter sur... Alors, on parle évidemment de médiumnité, on parle de plonger dans les vies antérieures, on parle d'hypnose régressive. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité inviter aujourd'hui Anne Tuffigo. C'est votre choix, Bernard Werber. Donc dites-nous pourquoi elle est là avec nous. Bonjour Anne, merci d'être là. Et Bernard Werber nous explique. Alors, parce qu'elle est géniale. Elle a fait un bouquin génial et en plus, c'est-à-dire on a la vision tout le temps des gens médiums comme étant un peu comme des sorcières avec des pouvoirs et tout. Et elle, on voit bien, elle est sympa, elle est normale, elle fait pas elle a pas de tout le protocole qu'il y a autour. Et puis on a commencé à discuter, on s'est rencontrés au salon de Montaigu. Puis moi, ce que j'aime déjà chez les médiums, c'est qu'ils vous racontent des histoires. Moi, je raconte des histoires, j'aime qu'on me raconte. Moi, je crois qu'Anne fait beaucoup de bien parce que des gens arrivent avec leurs problèmes, elle leur raconte des histoires et ils repartent heureux. Mais elle a réglé vos problèmes aussi, Bernard Werber ? Elle m'a permis d'avoir l'impression de parler avec... je dis d'avoir l'impression parce qu'on ne pourra jamais le prouver, mais elle m'a permis de parler avec mon père, qui venait de mourir et qui était vraiment un privilège énorme. Et de ce qu'elle m'a dit, en tout cas, ça ressemblait vraiment à la manière dont s'exprimait mon père. Et elle donnait des informations qu'elle n'avait aucun moyen de connaître. Donc c'est troublant. Il faut rester curieux et il faut écouter. C'est-à-dire, ne pas dans le jugement, c'est bien ou c'est pas bien, c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, quand j'ai discuté avec Anne, ce que j'ai vu, c'est qu'elle est dans la lumière. Elle me met en contact avec l'esprit de mon père et je repars en souriant. Et rien que pour ça, je lui dis merci. Alors, Anne, joli merci de Bernard Werber. Évidemment, j'ai envie que vous lui répondiez. Et comme le principe de l'émission, c'est aussi de poser des questions. Si vous avez une question à lui poser, c'est le moment. Évidemment. Déjà, merci à lui pour ces jolis mots. Et alors moi, j'ai envie, voilà, tu l'as dit, tu es un homme d'image et de films et ensemble, on se raconte des films. Moi, il y a une question qui me taraude. Je suis une grande fan de séries. J'adore d'ailleurs les séries de France Télévisions en général. On a Olivier Norek qui a travaillé sur la série Les Invisibles, sur une célèbre plateforme, sur une célèbre plateforme, on a eu aussi Victoria Mas. C'est normal qu'il y ait un chat qui soit là, il y a Bernard qui est là. Bref, moi, ma question... C'est pas fait exprès, ça fait pas partie du scénario, Anne, on est d'accord. On ne peut pas les diriger, les chats, hein, donc il a senti que c'était le moment. Il manquait plus que le balai et on était bien. Non, mais ma question, Bernard, c'est à quand être auteur ou scénariste, que ce soit à la télé ou en série, mince quoi, j'ai envie de dire. J'ai aussi envie de découvrir du Bernard Werber. Et donc ma question pour l'affiner, c'est mais qu'est-ce que tu aimerais écrire justement ou pour une plateforme ou pour France Télévisions avec tous ces talents-là, c'est pas possible. Voilà, je m'insurge aujourd'hui, c'est pas une question, c'est une insurrection. Écoute, maintenant que tu me le dis, il y a une série qui pourrait passer très très bien à la télévision. C'est Depuis l'au-delà. Enfin, un de mes livres qui pourrait se transformer en série pour aller à la télévision, c'est Depuis l'au-delà, qui est l'histoire d'un écrivain qui rencontre une médium, si ce n'est que l'écrivain meurt. Et il guide la médium pour enquêter, pour savoir qui l'a tué. Et c'est un polar. Et je trouve que il faudrait un casting qui te ressemble, c'est-à-dire trouver une médium comme toi. Et puis quoi ? Avec son chat. Avec ton chat, voilà. Et puis, je crois que c'est le genre de sujet sur lequel les gens sont de plus en plus à l'aise. C'est-à-dire qu'on a dépoussiéré tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est magie. Maintenant, on peut en parler normalement. Il n'y a pas tout le côté croyance, obligation, foi. On est dans, ça se peut que ça soit ça. Ce que j'adore, c'est le pari de Pascal. On ne sera jamais si à Dieu, mais faisons le pari qu'il y ait, et puis on raisonne avec ça. Faisons le pari qu'on peut parler aux esprits, et regardons est-ce que ça nous aide. Et en effet, ça pourrait être un moyen pour mettre à l'aise les gens avec le monde de l'invisible, ce que tu fais parfaitement. Voilà. Mais je verrais bien une série, donc Depuis l'au-delà,
avec toi dans le rôle de la médium. Vous signez, du coup, Anne, c'est OK? Vous êtes partante pour devenir comédienne? Mais évidemment, dans la vie passée, la vie présente ou la vie future. Non, mais on sait que la télévision et l'image serait pour moi le meilleur aussi, un des super formats pour toutes les histoires de Bernard. Et aujourd'hui, ça permet une vulgarisation qui pour moi est justement importante parce qu'il y a des petites pépites tous les jours à la télé. Je le dis parce qu'on renie beaucoup aujourd'hui la télévision comme un mammouth et la préhistoire, mais il y a de très belles pépites et moi j'attends. Voilà. Alors, la vulgarisation, Anne, il faut évidemment que je parle de votre livre parce que c'est aussi ça et il est formidable. Il suffit parfois d'un signe. Vous parlez de synchronicité, de prémonition, de rêve aussi. C'est chez Albin Michel, le même éditeur. Donc, vous partagez au moins ce point commun en plus de tous les autres. Mais franchement, c'est passionnant. Et vous consultez aussi à Paris, Anne. On est d'accord? On peut venir nous voir et explorer nos vies antérieures avec vous? C'est ça. Alors, je ne m'ennuie pas, hein. C'est-à-dire que là, je le dis tout de suite, je suis là plus pour Bernard que pour mes consultations. Ça, c'est vrai. Mais je profite d'ailleurs de cet écran et de ce format pour le remercier parce que c'est aussi un formidable parrain d'écriture. Se lancer voilà, dans l'écriture, c'est une aventure intérieure angoissante et géniale. Mais quand on angoisse, il faut toujours avoir un Bernard près de soi qui vous donne voilà, à la fois confiance en soi et puis surtout le pouvoir de montrer que l'imagination n'a pas de frontières et qu'il n'y a finalement rien à acheter si ce n'est nos peurs. Voilà. Je dois préciser qu'avant d'être médium, elle était prof de français. Donc c'est une superbe écriture et c'est vraiment un livre fabuleux et très bien écrit que je conseille évidemment absolument fabuleux. C'est bien pour ça que je l'ai mentionné, cher Bernard. On va redonner la parole à Maxime Dochel qui a parlé au début de cette émission. Toujours avec nous, Maxime. Vous êtes tout juste diplômé d'hypnose. Alors là, on parle de médiumnité et, voilà, et d'exploration et d'hypnose également. Est-ce que vous avez une question à poser à Bernard Werber sur votre toute nouvelle discipline qui est désormais aussi votre métier? C'est quoi le ressenti qu'il a justement pendant ces 15 minutes vers la fin de son rituel, entre 11h et 11h15, je crois, c'était ça? Ouais. Parce que j'avais vraiment la sensation à ce moment-là, précisément, qu'on faisait à peu près le même métier. Parce que quand j'accompagne quelqu'un sous hypnose, finalement, je le rejoins et on ne sait plus trop qui c'est qui guide, parce que c'est le sens qui se crée. Et on se laisse porter par quelque chose d'un petit peu magique. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait. C'est la séance qui se fait. Alors qu'au début, il y avait des choses qui étaient un petit peu dirigées, un petit peu rigides, et d'un coup, tout est souple. Et comment vous vous sentez, Bernard, à ce moment-là? Si on peut avoir un peu de détails, ça m'intéresse beaucoup. Au moment où vous parliez, je me suis dit, il y a un mot pour définir ces sensations, c'est lâcher prise. C'est-à-dire que toute la journée, on est dans le mental, en train de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là je contrôle, là je subis. Et tout d'un coup, on lâche prise, on se laisse porter par le flow. Je crois qu'il y a un terme maintenant à la mode. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une énergie qui nous traverse. Le flow, FLOW, hein, pas le flow, oui. FLOT, on est d'accord. Et ce moment, je pense qu'on peut le trouver d'ailleurs dans tous les métiers. On est tout dans le mental, on est en train de réfléchir sur les stratégies, on a peur de quelque chose, on est en rivalité avec tel autre et tout. Puis tout d'un coup, on s'en fout, on est dans autre chose, dans le plaisir pur de pratiquer son art. Mais d'ailleurs, moi, je pratique l'hypnose et je trouve ce plaisir dans l'hypnose. Dans l'écriture aussi, je pense dans la musique, dans le cinéma, dans votre métier de journaliste, il y a peut-être un moment où tout d'un coup, on n'est plus en train de se dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. On est juste dans le plaisir d'être en train de fabriquer quelque chose. Et après, cette chose-là sera présentée et puis on est dans la surprise ou l'émerveillement de la manière dont ça va être reçu. On s'en fout et on s'en flot, on pourrait même dire, Bernard Werber. Un mot très rapide, parce que le temps passe beaucoup trop vite dans cette émission, sur votre spectacle. C'est aussi un voyage intérieur que vous racontez aux Trois Baudets. Il y a une date le 20 octobre à 20h, spectacle musical, spectacle interactif aussi. Dites-nous rapidement de quoi il s'agit. Eh bien, justement, quand j'ai écrit le pré-séquel de la prophétie des abeilles, qui s'appelait La boîte de Pandore, je me suis dit la meilleure manière de comprendre l'hypnose, c'est de la pratiquer. Et j'ai commencé à tester ça sur des gens qui montaient sur scène. J'avais appris l'hypnose. Et je me suis aperçu que ça plaisait aux gens et que surtout toute la salle avait envie de participer. Oui. Donc j'ai commencé à le faire sur scène. Et c'est Mathias Malzieu qui m'a proposé aux Trois Baudets. Et je propose 5 méditations. La première consiste juste à se rappeler d'un souvenir d'enfance. Et la 4e consiste
à se projeter dans une vie antérieure ou d'avoir l'impression de se projeter dans une vie antérieure. Et après, je demande aux gens sur qui ça a marché. Et en général, ça marche sur 80% des gens. Et je leur propose de raconter pour ceux qui ont trouvé les histoires les plus extraordinaires. Et tout le monde écoute. Et il se passe un moment merveilleux. Ben, là aussi, c'est une petite transe. Ben oui. Et la toute dernière guidance, c'est le fait de se projeter dans le futur pour s'imaginer soi-même ayant tout réussi et donnant des conseils à son moi actuel. Voilà. Donc c'est juste une projection de l'esprit. Mais notre esprit aime s'amuser, notre esprit aime faire des expériences nouvelles. Nous, ça nous rassure de faire toujours les mêmes choses, mais quand on propose ce genre d'expérience, l'hypnose, les régressions à la vie antérieure, en fait, notre esprit s'amuse. Il aime bien être curieux. Il vagabonde. Il est curieux. Nous sommes naturellement... Il faut retrouver l'enfant qui est en nous, qui n'est pas en train de juger, mais qui est en train de se dire « Tiens, si j'essayais ça pour voir ce que ça donne ». Alors, exploration romanesque de vie antérieure avec votre dernier roman, Bernard Werber, La prophétie des abeilles. Je rappelle également le livre formidable, on l'a dit, d'Anne Tuffigo, Il suffit parfois d'un signe. Ces 2 livres sont chez Albin Michel. Le miel de ma ruche, ça c'est Léopoldine qui a un site internet formidable et vous pouvez parrainer des ruches. Je pense qu'il faut le faire. Et merci également à Maxime Dauchel d'avoir été avec nous. Alors, vous n'avez pas de livre à vendre, Maxime, pas pour l'instant, mais vous avez une page Instagram où on peut suivre aussi vos conseils et vous contacter si jamais on souhaite faire une séance d'hypnose avec vous. C'est aussi possible. Merci 1000 fois Bernard Werber. Merci à vous D'avoir été avec nous. Ça passe vite, hein? Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Partagez. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Merci à tous et à la semaine prochaine.